Si ce sont des cardiopathies dilatées, bien regardez, il y a 7 critères. S'il y en a 4 qui sont déjà présents, ces gens-là, oui, sont prêts pour les soins PAL. Ou encore, si vous arrivez à 19 avec d'autres sous-critères, vous pouvez penser que ces gens-là vont être prêts pour les soins palliatifs. Ce sont des outils qui valent ce qu'ils valent. Ça vous donne de l'argumentation toutefois, mais c'est le mieux actuellement que nous ayons. C'est bon. D'un point de vue clinique, ben, vous, comme praticiens généraux, vous les suivez pas beaucoup, parce qu'ils vont toujours voir leur cardiologue ou l'équipe du PIC. Hein? Par contre, j'ai trouvé cet article-là, que je trouvais fort intéressant. C'est dépendant du stade de leur maladie, ce que vous pouvez essayer de prévoir. Et c'est sûr que je ne les repasse pas tout, mais si on regarde la phase de fin de vie, mettons la phase 5, où ils sont des classes 4 du New York Heart Association. Alors, vous voyez qu'au point de vue soins et intervention, ce que vous devriez faire, quelles sont les prises de décision avancées que vous, si ça n'a pas déjà été fait, parce que dans les autres étapes de leur maladie, il y a des choses qui vont revenir avant. Alors, donc, de discuter de niveau de soins avec vos patients, à quel endroit va se faire la fin de vie, désactivation du pacemaker, parce que les cardiaques qui sont rendus en fin de vie, à un moment donné, on désactive le pacemaker. Et il faut en parler de ça. Quand on parle des soins de support, ben, la communication, l'éducation, quels sont les enjeux psychosociaux et spirituels, et finalement, en tout dernier, ben, les traitements des symptômes. Alors oui, rendu ici, c'est facile de faire des soins palliatifs. Mais tout ceci fait partie de la démarche palliative parce qu'on parle continuellement aux familles, on parle continuellement à nos patients quand ils sont aptes et on essaie d'anticiper et de décider avec eux qu'est-ce qu'on fera quand ce sera le temps. Est-ce que ça va pour la cardiologie? Michel. Il faudrait que je le retrouve. Moi, je vous dirais que j'ai envoyé ma présentation, que vous pourriez demander la slide agrandie, puis vous pourriez tout simplement la photocopier à ce moment-là. Je pense que c'est vous qui avez eu ma présentation, là. Ouais. Mais j'essaierai de te la retrouver. OK. En pneumologie maintenant. Vous allez voir que c'est pas le diable mieux. OK? C'est encore plus difficile de prédire. Alors, quels sont, en pneumo maintenant, les facteurs sur lesquels on va focusser pour essayer de prédire? Il y a évidemment l'âge. Le tabagisme continue. Le VEMS. Ça, c'est une des choses objectives qu'on est capable de faire dans son bureau et c'est très facile. Et c'est un excellent marqueur que le VEMS. Le volume expiratoire médian de la première seconde. Est-ce qu'il y a une obstruction qui est modérée sévère de flot aérien? Quand on leur essaie les bronchodilatateurs et qu'il n'y a pas de réponse, ce sont des mauvais marqueurs. Est-ce que ces gens-là sont en hypoxémie continuelle? Est-ce qu'ils sont oxygénodépendants? Sont-ils rendus au bout de leur maladie en ayant un cœur pulmonaire? Et quelle est leur capacité fonctionnelle? Alors, ce sont les critères sur lesquels nous nous basons. Et je vous dirai ceci, c'est qu'un patient MPOC qui rentre à l'hôpital pour un épisode aigu de pneumonie, de décompensation, si son VEMS est plus petit que 0,75 litres à la seconde, bien, il y en a 25% de ces gens-là qui ne vont pas ressortir de l'hôpital. Et il y en a 30% qui, à 1 an, vont être décédés. Mais,
à 10 ans, il va en rester encore 5% qui ne sont pas morts. Alors, vous voyez que le gap est très grand. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé comme outil qui pourrait vous aider? C'est ce qu'on appelle le BOLD Score. Et il y a 4 facteurs de risque. Ça, c'est facile, l'indice de masse corporelle. Alors, vous savez, là, quand tu es en haut de 25-26, tu es trop gros, mais quand tu es en bas de 21, tu es trop maigre. Alors donc, habituellement, nos MPOC, emphysémateux, les bronchiteux chroniques, souvent au bout de la maladie, ils sont rendus en bas de 21. L'obstruction du flot aérien, bien, vous allez le mesurer justement avec le VEMS. Et il y a 3 classes selon l'American Thoracic Society, je vous les montrerai. Au point de vue fonctionnel, ça c'est le patient qui va vous le dire. Alors moi, ce que je recherche habituellement, c'est les classes 4, c'est-à-dire ceux qui sont dyspnéiques à seulement vous parler, ou encore lorsqu'ils s'habillent, ils sont très, très, très dyspnéiques. Et si vous avez le temps de faire un exercice de marche, si vous les faites marcher, bien, vous regardez combien de temps ils sont capables de marcher sans être obligés d'arrêter. Alors, quand on met tout ça ensemble, on est capable de faire des classes parce que vous voyez que le VEMS, s'il est plus grand que 65% de la valeur prédite, parce que dépendant de votre taille et de votre poids, on est capable de prédire le VEMS de tout le monde. Mais quand on a une maladie pulmonaire, on regarde quel est le score par rapport à ce qu'on s'attendait d'avoir chez telle personne. Alors, vous voyez que les pires, c'est ceux qui ont moins que 35% de la valeur prédite. Maintenant, la distance marchée en 6 minutes, ceux qui ne sont pas capables de marcher 150 mètres en 6 minutes, ce sont les pires. L'échelle de dyspnée, comme je vous ai dit, c'est soit à la parole ou à s'habiller. Et finalement, l'index de masse corporelle. Et ce que vous voyez en haut, 0, 1, 2, 3, bien, c'est les scores que vous donnez à vos patients. Alors, dépendant, ils peuvent avoir une VEMS qui est à 49%, bien, ça lui donne 2 points. Il peut marcher 150 mètres, ça donne 2 points, etc. Et là, finalement, bien, vous allez avoir 4 classes. Alors, donc, les moins pires, c'est ceux qui sont dans le premier quartile. Ils ont juste 2 points. Ils ne sont pas très atteints, ceux-là. Et vous voyez ici les moyennes de longévité, que ces gens-là, il y en a 90% à 52 mois qui sont encore vivants. Fait que là, vous y retournez au pneumologue, en ceux-là. Les pires, ceux qui vont avoir entre 7 et 10 lorsque vous aurez fait l'exercice qui est là, ben, vous voyez que à 24 mois, donc 2 ans, il y en a encore 80% qui sont vivants. Puis là, ça commence à tomber d'année en année, 60%, 40%, mais à 52 mois, il y en a encore 20% qui sont vivants. Alors, voyez-vous comment c'est difficile, parce que là, en réalité, ce qu'on nous demanderait, c'est de prédire, c'est dans quelle gang ils sont. Es-tu dans le 20% ou dans le 80%? On ne le sait jamais. Mais c'est de l'argument vis-à-vis de vos collègues. Et nous faisons souvent cet exercice-là, là, parce qu'on a un gros service de pneumo chez nous, ils sont 12, là, puis on est un appendice, en fait, de leur service, parce qu'ils nous refilent les cancers du poumon, puis comme c'est le cancer qui est le plus populeux en nombre, plus les MPOC de plus en plus, alors c'est pas pour rien qu'ils ont mis l'unité de soins pâles sur le même département que la pneumologie. Alors, très souvent, on a 12 lits officiels, mais on en a 18. Alors, on a les cas des pneumologues aussi. Alors, comme vous voyez, c'est très difficile. Alors, comment ça se traduit au point de vue clinique? Bien, c'est des gens qui ont des activités de la vie quotidienne et de la vie domestique qui sont très, très, très restreintes. C'est des gens qui sont oxygénodépendants, qui vont rentrer à répétition à l'hôpital. Il y a peu de réponses au traitement. Ils font de l'anxiété, beaucoup d'attaques de panique. Leur qualité de vie est minimale. Moi, j'ai fait beaucoup de soins à domicile.
Et je vais vous dire, quand vous restez dans un 3 pièces, puis que vous avez 50 pieds de tuyaux d'oxygène, ça fait pas long dans la journée là, que tu n'as pas grand place à aller. Et de plus en plus, dans les hôpitaux, on a des pathogènes qui sont multirésistants avec la quantité incroyable d'antibiotiques là, que l'on emploie. Et une des questions importantes qu'on doit souvent discuter avec les familles, les patients, parce qu'il y en a qui ont un BiPAP pour rester en vie, c'est quand est-ce qu'on arrête le BiPAP et comment? Alors, mourir comme un poisson dehors de l'eau, c'est pas le fun non plus. Alors, on a l'expérience avec les scléroses en plaques. Avec les pulmonaires, on sait qu'ils vivraient encore plus longtemps. Alors, c'est toujours un petit peu difficile comme prise de décision. Bon, l'insuffisance rénale, on n'est pas pire pantoute. C'est pas ceux-là qui restent le plus longtemps possible dans nos unités. Alors, notre expérience à nous, parce qu'on ne connaissait rien, finalement, de la dialyse, parce que nos amis, les néphrologues, ils nous disent on arrête la dialyse, puis il est mort dans 5 jours. J'en ai un que je suis actuellement à clinique externe depuis 3 mois. Puis quand ils ont arrêté la dialyse, il était à 650. Puis moi, je le fais revenir aux 2 semaines, puis je demande une créatinine parce que je veux savoir de combien il monte par 2 semaines. Puis la dernière fois, pas tard, il avait baissé. Et les autres qu'on a eus, c'est qu'ils venaient dans l'unité, avec toujours l'idée que notre collègue il nous a dit qu'il va être mort dans 5 jours. Puis ces gens-là, de ne plus être attachés à une machine, parce que c'est dur de faire de la dialyse 3 fois par semaine. Alors là, il était en lune de miel, ils voulaient tous s'en retourner chez eux parce qu'ils étaient guéris. Puis là, nous autres, on regardait monter la créatinine, puis je pourrais vous dire que notre expérience, là, entre 800 et 1200, là, habituellement, c'est à ce moment-là que nos patients partaient. Alors, mon patient qui est monté à 650, le premier 2 semaines, il était monté de 50, il était rendu à 700. Fait que là, je me suis dit, regarde, il y en a encore pour quelques semaines, mais la dernière fois, il était rendu à 603. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? J'en sais fichtre rien. Une lune de miel, oui, il se croit guéri, et c'est pas le cas. Bon. Vous voyez, je suis parti du facile, le cancer, un peu moins facile en cardio, plus dur en pneumo, puis là, regarde, c'est le jackpot. Okay? Les maladies neurologiques dégénératives ou la démence. Je vous dirais que les scléroses latérales amyotrophiques, c'est assez facile. Ce sont les cas d'Alzheimer qui sont plus difficiles. Et ça, c'est un tableau qui est bien connu. Vous allez avoir ça dans tous les livres. C'est juste pour vous montrer que ça dure à peu près 20 ans, hein? La maladie d'Alzheimer. Puis, avant d'arriver au stade 7, ça prend beaucoup d'années. Puis même quand tu es rendu au stade 7, il y a A, B, C, D, E, F. Puis là, chaque stade peut durer plusieurs mois. Et ils sont considérés comme très graves à 0 et terminaux, mais terminaux pendant bien des mois aussi. Et on ne peut pas traiter les Alzheimer de la même façon que les autres patients. Et c'est là que je vous dis que de prévoir devient, à ce moment-là, je pense, notre meilleur outil. Et ce n'est que de la bonne médecine aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces gens-là, ils vont tous faire une pneumonie, soit d'aspiration ou soit pathogène. Ces gens-là vont tous faire une infection urinaire avec une septicémie. Puis la question, c'est, est-ce qu'on traite ou est-ce qu'on ne traite pas? Puis le fait de dire on ne traite pas, on ne les abandonne pas. On vient de passer à ce moment-là à une autre philosophie qui serait la philosophie palliative. On va traiter les symptômes sans
traiter la cause, qui est la pneumonie, ou la pneumonie d'aspiration, ou la septicémie, etc. Alors donc, c'est là que je crois que dans la maladie d'Alzheimer, dans nos CHSLD, c'est là qu'on devrait prendre les devants, parce que si on attend qu'ils rentrent en phase palliative de façon naturelle, ils risquent d'être là pour bien longtemps. Alors, je pense que vous devez aborder la question. Avec les malades d'Alzheimer rendus là, c'est difficile, mais au moins avec leur famille. Comment? C'est toujours le même processus décisionnel. C'est toujours la même façon de regarder un problème médical. Alors, fut un temps où habituellement le médecin, quand il se levait le matin, il regardait vers le ciel et il disait « Oh bon Dieu, tu peux aller te coucher, je suis réveillé. » Ça a changé. Le monde, ils sont rendus avec des gros quotients intellectuels. Souvent, ils veulent vous pogner. Souvent, ils ont tout l'Internet, puis ils arrivent avec les nouveaux traitements. Alors donc, il faut que vous ayez de l'argumentation. Et je vous dirai qu'on est toujours pris sur la patinoire entre les quatre murs, là. Un des murs, c'est les règles médicales. Les règles médicales. Un autre, c'est le code civil. En bas, le malade et sa famille. Puis souvent, c'est la famille le problème. Hein? C'est jamais le docteur. Quand ça va bien, c'est grâce à nous autres. Quand ça va mal, sans faute du patient. Okay? Et finalement, les principes éthiques. Alors donc, nous, on est coincés dans le carré de sable et on veut prendre la meilleure décision possible. Alors, on a un collège des médecins, on a un code de déontologie et on a des notions de dignité. Le premier principe, c'est de ne pas nuire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la maladie? Est-ce qu'on doit le faire maintenant? Alors, c'est toutes les vraies questions qu'on devrait se poser. Il y a des articles du code qui nous dit qu'un patient qui va décéder, c'est la job du docteur de s'arranger pour qu'il meure dignement et que l'on soigne ses symptômes. Est-ce qu'on doit faire du paternalisme, décider pour tout le monde? La réponse est évidemment non. Est-ce qu'on doit s'élever contre l'acharnement déraisonnable? Je pense que c'est le but premier des soins palliatifs et ça devrait être un des buts de tous les médecins. Bon. De l'autre côté, en face de nous, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on met des règles, notre carré de sable il diminue pas mal. Hein? Alors, on doit connaître les volontés du patient, puis la plupart du temps, ça va être par personne interposée, soit des mandats, soit la personne qui est significative, etc. Et on doit vérifier des choses. Est-ce que c'est libre, sans pression, la réponse qu'on a? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est plus axé sur la qualité de la vie ou pour la longueur de la vie? Parce qu'il y a des cultures différentes. Si vous pratiquez au lac Saint-Jean, puis qui s'appelle tout Bouchard puis Tremblay, il y a des chances que c'est la même culture, puis ils vont penser de la même façon. Chez nous, à Sacré-Cœur, il y a beaucoup de cultures différentes où la vie, aussi misérable soit-elle, qu'il faut la poursuivre, alors que pour d'autres, c'est la qualité de la vie qui va primer. Alors donc, on doit s'interroger là-dessus et on doit en tenir compte. Finalement, le code civil puis le code fédéral, qui est le code criminel, vous voyez qu'il y a des notions maintenant, depuis 1 an et demi, qu'on entend parler du mourir dans la dignité. Alors, tout le monde veut l'euthanasie si on écoute les sondages. Et le bon docteur Barrette, il a dit que c'est sûr qu'il y a de l'euthanasie qui se fait dans les hôpitaux. Sauf que pour lui, marqué n'a pas ressuscité, c'est de l'euthanasie passive. Débranché un respirateur, c'est de l'euthanasie. Alors donc, il y a beaucoup de gens qui ont répondu « Oui, on veut l'euthanasie », mais ils ne savaient pas nécessairement de quoi ils parlaient. Alors donc, c'est des notions que l'on doit connaître. Maintenant, on peut cesser des traitements
Et on peut ne pas en commencer aussi. Donc, une non-initiation de traitement, ce n'est pas de l'euthanasie. Alors donc, c'est tout ça que le Code civil nous dit. Et finalement, on est avec des principes éthiques de bienfaisance, mais sans malfaisance. Alors, c'est beau de vouloir le bien de quelqu'un, mais il ne faut pas le faire mal. Ce qui veut dire que la fin ne justifie pas nécessairement les moyens. Il faut respecter l'autonomie de la personne. Et c'est la même chose dans le Code civil. Vous avez un article de loi qui dit « Nul ne peut être soumis sans son consentement à quelque examen que ce soit ou à quelque traitement que ce soit. » Alors, vous voyez que notre espace a beaucoup diminué et que finalement, on essaye de prendre la meilleure décision. Mais si vous avez cette argumentation-là, je pense que vous êtes capable de prévenir et, à ce moment-là, de faire la médecine qui, à mon sens, est raisonnable avec ces patients-là qui sont en phase terminale de leur Alzheimer. Alors, finalement, ce qu'on cherche, c'est toujours à prendre la meilleure décision possible. Je dois sûrement peser sur mon dictateur. OK. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, qu'on s'est prouvé qu'on n'est pas très bon, on va regarder à la fin de la vie toutes ces différentes maladies-là dont on a parlé. Est-ce qu'ils présentent les mêmes symptômes ou les mêmes syndromes? Puis la réponse, c'est oui. Alors, c'est pour ça que, oui, on peut faire des soins palliatifs à ces gens-là. Et je vous ai mis une référence de 2006. Et le résumé, finalement, de tout cet article, c'est qu'il y a 11 symptômes majeurs qui reviennent constamment chez toutes les maladies dont on a parlé. Alors, il y a la douleur, la dépression, l'anxiété, confusion, délirium, la grande fatigue, la dyspnée, l'insomnie, nausée, constipation, diarrhée et anorexie. Alors, vous allez retrouver ces symptômes-là dans le cancer, dans le sida, chez les cardiaques terminaux, les MPOC et les insuffisants rénaux. Mais vous ne retrouverez pas nécessairement les mêmes symptômes de façon égale dans toutes ces maladies-là. Et regardez la colonne du cancer, c'est vraiment là où on a le plus de symptômes. Le seul qui nous manque, c'est la diarrhée, puis vous savez pourquoi. Ouais, on leur donne assez d'eau pour qu'il n'y ait pas de diarrhée. Alors, la douleur, dépression, anxiété, etc., on les a tous. Et ils ont été capables de nous dire dans combien de pourcentage des cas selon les études. Alors, la douleur, il y a des études, c'est jusqu'à 96%. Dans d'autres, c'était à peu près 40%. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ici, vous avez le nombre d'études, c'est-à-dire 5 études, mais le nombre de patients. Et ça a été fait quand même sur 10 379 patients. C'est quand même pas banal. Et vous avez la même chose dans les autres disciplines, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup moins d'études en cardio, MPOC, et que les cohortes sont beaucoup moins grandes qu'en cancérologie. Alors donc, oui, on est bon en cancer, puis oui, on va être bon dans les autres disciplines, mais on n'a pas encore assez de recul puis assez d'études pour bien nous orienter, je vous dirais. Alors, est-ce que ça vous va pour cette diapositive-là qui est chargée, puis je n'ai pas l'intention de tout la reprendre. Alors, vous retenez que c'est les mêmes symptômes, à des degrés divers, et que, dépendant du nombre d'études et du nombre dans la cohorte, qu'on a beaucoup d'expérience en cancer, puis un petit peu moins dans ces autres pathologies-là. Alors, qu'est-ce qu'on retient? C'est que les symptômes que l'on voit très souvent, peu importe laquelle des maladies, c'est d'abord la douleur, la très grande fatigue,
la dyspnée et l'insomnie. Alors donc, dans toutes les pathologies, c'est ça que vous allez voir. Un petit peu moins souvent, mais encore là, à un degré important, des phénomènes émotionnels de dépression, d'anxiété, donc les deux pôles que l'on voit habituellement, nausée et anorexie. Et les symptômes que l'on voit moins souvent de façon globale chez toutes ces pathologies-là, la confusion, constipation et la diarrhée. Et encore là, ça va être un petit peu spécifique, dépendant de la maladie. Alors, comment doit-on gérer les symptômes? Et là, c'est sûr qu'on ne va pas tout repasser la pharmacopée. Alors, les règles générales, c'est que pour gérer ces symptômes-là, ben, écoute, on continue à essayer de comprendre les mécanismes pathologiques. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont en train de mourir qu'on arrête de faire de la médecine. Alors donc, actuellement, s'il y a un changement dans leur état, je pense que c'est normal, ça devrait être automatique que le médecin veuille savoir ben là, pourquoi l'état a changé. Il a-t-il fait un embolie pulmonaire, il est rendu hypoxémique, est-ce que sa calcémie a monté et qu'il est rendu confus, etc. Parce qu'il y a quand même des symptômes qui se traitent et il y en a d'autres qui se traitent, mais qu'on va décider de ne pas traiter, dépendant du stade de la maladie. Alors donc, je pense qu'on reste des médecins jusqu'à la fin et que la pire chose que j'entends dans les unités de soins PAL, c'est qu'ils sont en soins PAL, on ne prend plus leur pression, leur température, puis on ne va pas savoir leur saturation à combien est-ce qu'elle est. N'importe qui est capable de faire des soins PAL à ce moment-là. Alors donc, je dis, on doit rester des médecins jusqu'à la fin parce que les familles ne sont pas niaiseuses, ils nous posent des questions. Et si on a des réponses intelligentes à leur donner, ils comprennent habituellement. Alors donc, déjà, on avait limité les investigations, plus strict minimum, et on se fie à ce moment-là plus sur les signes vitaux parce qu'on est vraiment proche du décès. Alors, comme médecin traitant ou comme infirmière traitante, ben, c'est comme dans les soins palliatifs auxquels on est habitué. Il faut contrôler la douleur et les autres symptômes majeurs, ceux dont je vous ai parlé, y compris les symptômes mineurs. Et il faut communiquer clairement à ce moment-là en fonction de la situation. On essaie jusqu'à la fin de préserver l'autonomie du patient. Des fois, c'est difficile. On essaie de préserver jusqu'à la fin les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs proches. Mais c'est sûr qu'à la fin, c'est impossible. C'est rare qu'on meure en bonne santé. On peut même aller jusqu'à minimiser la prolongation de l'étape d'agonie. Et j'ai en tête souvent des histoires d'horreur. Et on essaie d'aider les familles au point de vue spirituel. Où vont-ils décéder? Et ça peut même aller jusqu'à se poser la question si les symptômes sont réfractaires, s'ils ont été traités selon les règles de l'art, est-ce qu'on peut penser à aller jusqu'à une sédation palliative, profonde et continue? Alors, ce sont toutes des questions que nous avons à nous poser lorsqu'on est rendu en fin de vie. Et les vraies dernières heures de vie, ben, généralement, le patient a une asthénie qui est profonde, qui continue à progresser, il ne mange pas, il ne boit pas. C'est 100% dans son lit. Il est très somnolent. Les contacts avec la famille sont de plus en plus difficiles. Ça peut aller même jusqu'à un délirium à la fin. Et il a souvent des difficultés à avaler, ce qui devient contre-productif d'essayer de les faire manger, ce que les familles font très souvent. Alors, vous devez avoir de l'argumentation pour ces familles-là, et ils vont comprendre. Ça fait partie aussi, en fin de vie, de nos questionnements, de décider du choix des interventions, au point de vue pharmaco ou autre, mais surtout de la route d'administration des médicaments. Alors, c'est très, très rare qu'on ait mal pris en soins palliatifs. On a 2 narines, on a une bouche, on a le transmuqueux, le sublingual, on a le transdermique, on a le subcutané, on a le intrarectal. Alors donc, ce n'est pas un problème.
les médicaments, mais il faut être versatile et penser souvent en mode d'administration des médicaments. Et ce qu'on vise, c'est le confort du malade, le moins d'invasion possible, et on essaie toujours jusqu'à la fin de respecter l'intimité entre le malade et ses proches. Il y a eu des études qui ont été faites, et grosso modo, c'est que jusqu'à quelques heures avant le décès, il y en avait 60% des patients qui étaient capables encore d'avaler leurs médicaments. Il y a 25% de ceux-ci qui avaient besoin d'une voie alternative pour administrer les opiacés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on augmente ou on diminue les doses? Alors, pour ce qui est des opioïdes, moi, je dis que tous les patients pourraient mourir sans opioïdes, mais on ne le fait pas parce que ce dont on a peur, ce serait un sevrage. Alors, souvent, nos patients, ils reçoivent des doses d'opioïdes et il n'y a pas vraiment d'intérêt à dire on va s'organiser pour qu'ils meurent sans opioïdes parce que s'ils font un sevrage, vous allez avoir des patients qui sont inconscients, mais qui vont devenir agités. Et habituellement, pour les familles, c'est très difficile de voir ça. Alors, comme vous voyez, au point de vue des doses, il y a 13% des patients dans les études où on avait diminué les doses, 44% où on avait dû augmenter les doses, mais ils ne nous disent pas de quoi, parce qu'il peut arriver de l'agitation, on va augmenter les doses d'aldol, mais pas nécessairement les doses d'opioïdes. Et finalement, il y avait pratiquement 1 sur 2 chez qui on ne changeait pas les doses. Alors, quelles sont les voies alternatives? Il y a toujours la voie rectale. On l'emploie très peu souvent. On n'en a pas vraiment besoin, à mon sens. La muqueuse rectale absorbe très bien, mais à un moment donné, c'est qu'elle va être surtaxée, puis on ne peut pas donner vraiment beaucoup de médicaments à la fois, seulement par voie rectale. Un des avantages de la voie rectale, c'est que la portion distale, les veines se jettent dans la grande circulation, donc on bypasse à ce moment-là le premier passage hépatique, et ça peut nous donner un plus à ce moment-là. Et souvent, l'absorption va être erratique, alors c'est négatif, et on doit bouger le patient pour atteindre notre voie rectale. Donc, il y a des raisons positives, mais il y a plus de raisons négatives, à mon avis. Alors, lesquels médicaments qu'on pourrait, puis on n'a pas le choix d'employer? Les AINS vont s'employer par voie rectale. Il y a la voie buccale, et il n'y a qu'un seul qui peut se donner par voie sous-cutanée. Alors, c'est le kétorolac, et on l'emploie très, très, très peu souvent dans nos unités. C'est sûr que la voie sublinguale est une voie formidable. Et il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je parlais avec une pédiatre qui fait des soins palliatifs à Québec. Et c'est effarant la quantité de médicaments qu'ils donnent, eux, par voie sublinguale chez les bébés. La majorité des médicaments peuvent se donner par voie sublinguale, finalement. Et c'est une voie très, très facile, en autant que vous respectez le principe que vous donnez le moins de volume possible. La voie transmuqueuse est une excellente voie, entre autres pour la méthadone. Alors, nos patients qui sont à la méthadone, et on en reparlera au mois de février, quand je reviendrai. Alors, nous, on n'arrête jamais parce que c'est très, très facile de mettre dans la poche physiologique un cc de méthadone à 10 mg. Et à ce moment-là, on peut le donner aux 2 heures, aux 4 heures, aux 6 heures, aux 8 heures, et on arrive quand même avec des doses par 24 heures qui sont assez importantes. D'autres médicaments qui sont bien absorbés par voie transmuqueuse, le fentanyl. Alors, on n'a qu'à penser les nouvelles présentations qui viennent d'arriver, le Onsolis et le Abstral. C'est vraiment des fentanyls transmuqueuses avec un effet qui est entre 5 et 10 minutes. Et c'est vraiment une belle percée, à mon avis, actuellement. Alors donc, la voie sublinguale ou transmuqueuse est une bonne voie. La voie transdermique, vous connaissez tous le duragésique. Alors donc, si les patients sont au duragésique, regarde, on ne les enlève pas, on les laisse jusqu'à la fin.
La voie sous-cutanée, c'est très, très facile. Avec un avantage, c'est que vous pouvez faire des perfusions continues sous-cutanées. Vous pouvez mélanger 3, 4 médicaments différents. Alors, pour certains symptômes intractables, souvent, nous, on va mettre un soluté là, de 100 cc d'un ACL, puis on va mettre du dilodide avec du Versed, du Aldol, dans le même soluté. Et ça ne fait que des posologies d'à peu près 4,2, 4,3 millilitres à l'heure, parce que c'est continu sur 24 heures. Alors, la peau est capable de prendre jusqu'à 60 millilitres par heure. Alors, comme vous voyez, 4,5 millilitres, là, c'est pas beaucoup, et c'est excellent, et ça fait la job, surtout en fin de vie. Alors, en conclusion, alors pour moi, tous les malades, peu importe la maladie terminale, peuvent et devraient recevoir des soins de confort et de réconfort, que ce soit en dehors ou à l'intérieur d'une unité de soins palliatifs. Alors, on n'a pas nécessairement besoin d'un endroit attitré particulier. Ça peut se faire à domicile, ça peut se faire ici, ça peut se faire en CHSLD. Ça se fait dans les hôpitaux généraux. Alors donc, c'est la conclusion pour ces patients-là d'un long voyage médical. Et je pense qu'on ne doit pas les abandonner et que jusqu'à la fin, on doit les soutenir. Et s'il y a des questions, ça me fera plaisir de partager avec vous autres. Au point de vue du malade pulmonaire chronique, quand, pas le dernier mois là, dont on vient de parler finalement, mais avant ça, là, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut penser aussi, là, que les somnifères, Oui. toutes ces affaires-là? Alors, je vous dirai ceci, si... À partir de quand est-ce qu'on parle de dyspnée? Si on veut parler en termes de rythme respiratoire. Je dirais même pas, moi je dirais en fonction subjective, quand le patient est inconfortable au niveau de la respiration, il n'est pas en détresse respiratoire, il est inconfortable. Quand est-ce qu'on peut penser donner un signal? Bien là, encore là, je vais vous dire, c'est une question de diagnostic. Si je vous annonce que votre petit vient de tomber du 3e étage, vous allez être en dyspnée, mais c'est de l'hyperventilation, puis je vous donnerai sûrement pas de narcotique. Okay? Alors donc, la première question, ma question c'était, si on parle de dyspnée, on parle de quoi? Difficulté à respirer, on s'entend, mais ça peut être des causes purement d'anxiété. Alors oui, le bon traitement, ça va être les benzodiazépines à ce moment-là. Ou ça peut être d'autres raisons que l'anxiété. Alors, tu sais, une maladie MPOC terminale avec une pneumonie ou encore un cancer du poumon, ces gens-là sont dyspnéiques. Mais nous, ce qu'on regarde pour employer la morphine, c'est surtout le rythme respiratoire. Puis c'est à ça que je voulais vous amener. OK? Et c'est pour ça que ma question, c'était, quelqu'un qui respire à 18 à la minute, allez-vous y en donner de la morphine? Moi non plus. À combien vous allez commencer à y en donner? Parce que, tu sais, quand on respire en haut de 30 à la minute, on parle de détresse. 20 à 24, ça fait partie des normes. En haut de 24, là, c'est vraiment de la dyspnée. Puis, n'oubliez pas qu'une détresse respiratoire, c'est de la dyspnée, mais là, il y a un facteur de panique, d'anxiété qui est surajouté à ça, parce que les 3 critères pour parler d'une détresse respiratoire, il faut avoir la dyspnée avec le rythme respiratoire qui est très rapide. Il faut avoir la portion anxiété. Parce que dans tous vos protocoles, vous allez toujours mettre du Versed ou de l'Ativan. Bien là, c'est pas pour le rythme respiratoire, c'est pour l'anxiété. Puis s'il râle en plus, bien, vous allez y mettre de la scopolamine. Ça, c'est le protocole de détresse. Mais on peut donner de la morphine, même s'ils ne sont pas en détresse, spécifiquement pour le rythme respiratoire. Parce que vous savez, aux soins intensifs, chez nous, on a gagné une médaille. C'est chez nous qui s'est prélevé le plus d'organes pour les transplantations. Puis là, dans leur protocole, il faut qu'ils tiennent le rythme respiratoire autour de 14. Il en chaud de la morphine jusqu'à temps qu'il soit rendu à 14. Alors donc, on n'a pas tous les mêmes buts. Il faut connaître les buts que l'on vise.
Et ceci étant dit, je vous dirai que on est des docteurs jusqu'à la fin, je vous ai dit. Puis quelqu'un qui respire à 40, il peut bien avoir une respiration de puce molle parce qu'il est en acidose métabolique et qu'il rentre. Puis vous pouvez y ralentir son rythme respiratoire. Pas sûr que vous l'aidez tellement, là. Hein? OK? C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours une question de diagnostic, puis on reste des docteurs jusqu'à la fin, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on traite. Parce que c'est ça le danger des protocoles. Moi, j'ai dit ça, les protocoles. Hein? Si dyspnée, là, vous avez le droit d'en donner 3 aux heures, patati et patata, puis là, on arrive le lendemain matin, bien là, il s'en est donné 5 protocoles, puis on n'est pas sûr qu'il y avait toutes les raisons. Puis à un moment donné, bien, quand ils commencent à faire des myoclonies, là, bien là, ils ont reçu des protocoles, puis là, c'est ça qu'on a fait avec la morphine qu'on a donnée, là aussi. Alors, c'est pour ça que je vous dis, l'évaluation avant de donner des protocoles, à mon sens, c'est primordial. On doit rester des médecins là, jusqu'à la fin, parce que, théoriquement, on veut faire la meilleure médecine possible. Alors, quand on crée de la neurotoxicité, quand on traite une acidose métabolique avec la morphine, pas sûr qu'on fait la meilleure médecine possible. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que je réponds? Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont à domicile, là, comme moi. Puis, c'est quoi l'expérience des gens? Moi, Oui, on peut avoir des protocoles. Ouais. D'ailleurs, en tout cas, à mon sens, là, c'est ce que vous voulez mourir, monsieur ou madame. Là. Pour ceux qui veulent, c'est de rester le plus longtemps possible à la maison, incluant jusqu'à la fin. Tu sais, à quelqu'un d'ordinaire, on dit, s'il tombe en bas de 92% de saturation, là, ça va pas bien. Eux autres, on dit, jusqu'à 88, c'est pas un gros problème, OK? C'est comme n'importe quelle autre maladie. Perds 3 litres de sang dans 10 minutes, tu meurs, puis perds ton 3 litres là, dans 10 ans, puis tu vas te ramasser avec 5 à l'hôpital, puis tu es encore coloré, on en voit souvent. Fait que tout est dans la question de comment vite arrive le symptôme, aigu ou chronique. OK? Alors, ceux qui font une insuffisance rénale aiguë à 300-400, ça va pas bien. Il y en a qui vivent avec 600, puis ils se promènent, puis la vie n'a pas de problème. Même chose pour les opioïdes. Quand vous avez donné votre première dose d'opioïdes, le patient est déjà tolérant. C'est-à-dire que la deuxième dose est déjà moins performante que la première. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on réussit à monter nos doses, parce que le corps, c'est une adaptation physiologique. C'est juste ça que c'est, la tolérance. C'est comme à 16 ans, quand on sent notre premier bouchon de bière. Puis que 6 semaines après, on prend le 6-pack. Puis il n'y a pas plus d'effet. Hein? Alors donc, le corps est capable de s'adapter physiologiquement et on est obligé d'augmenter nos doses. Même chose pour les NPOC. Si vous commencez d'un coup sec avec 20 mg, ben là, il va oublier de respirer. Ça, c'est garanti, puis votre nom va être dans le journal à part ça. Okay, là? Il y a d'autres moyens d'avoir son nom dans le journal, je vous le dis. Avez-vous peur de donner de l'empracette à un MPOC? Non? C'est toi. Combien de temps d'avoir un lit? Est-ce qu'il reste une petite bière à l'urgence? Ça prend de 1 minute à 2 heures. Parce que nous, écoutez, nous, là, on a bâti. Souvent, j'ai 5 patients qui devraient être dans mon unité, mais ils ne sont pas là, ils sont dans les lits de l'hémato, mais on les. Moi, je stérilise même en dehors de l'unité. Puis le problème que je vais avoir. Avez-vous une unité de soins palliatifs? Et vous faites partie de l'équipe de soins palliatifs? Vous devez recevoir prochainement l'invitation pour la conférence.